Bonjour à tous, les premiers meetings qui arrivent, les programmes qui commencent à être détaillés. Cette fois, la campagne des municipales est bien lancée et nous nous retrouvons chaque semaine pour la décrypter. Toute l'actu des municipales dans le Gard et dans l'Hérault en partenariat avec Midi Libre. Et pour le quotidien régional, il est de retour sur le plateau. C'est Gilles Lefebvre. Bonjour Gilles. Bonjour. Ils sont là aussi fidèles au poste. Vous les connaissez maintenant, nos deux experts. Le politologue Michel Crespi. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis Laurent Blondiot. Bonjour Laurent. Bonjour. Toujours consultant en communication pour l'agence Wonderful. Vous allez nous parler cette semaine du storytelling. Tout à fait. C'est ça? Un petit mot sur le storytelling? Une nouvelle façon de se raconter en politique. Ouais, un petit mot alors. C'était un petit mot. Et puis bien sûr, une invitée politique, c'est vous, France Jamet. Bonjour. Bonjour. Chef de file régional du Front National, conseillère régionale et tête de liste FN pour l'élection municipale à Montpellier. Et pour commencer, on va commencer sur une note légère. Je vous propose d'évoquer cette démarche atypique d'un maire de l'agglo de Montpellier, Laurent Jaoul, le maire de Saint-Bresse, commune de 2600 habitants dans l'Est montpelliérain. Alors, une commune plus habituée aux guerres municipales, mais cette fois, il ne veut pas être le seul candidat et comme son seul adversaire investi par l'UDI et l'UMP n'arrive pas à boucler sa liste pour les municipales, eh bien, le maire a envoyé un courrier à ces deux partis pour leur demander d'aider leur candidat. Écoutez Laurent Jaoul qui justifie sa démarche et puis son concurrent Jean-Pierre Nuremberg. Ça me gêne d'un point de vue démocratique de ne pas avoir de concurrent. Je considère que dans une élection municipale, il doit y avoir un réel débat et qu'on ne peut pas faire l'unanimité sur un programme, sur une vision politique, on ne peut pas faire l'unanimité. Et je pense que les électeurs qui ne partagent pas les opinions de ma liste doivent pouvoir s'exprimer sur un autre candidat. Mon, entre guillemets, adversaire est un démocrate qu'il avait bien compris qu'il fallait qu'on puisse monter des listes d'opposition, mais avoir une opposition constructive, ce dont je lui ai parlé et qu'il a admis. Michel Crespi, la démarche, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est du buzz ou est-ce que il a l'air sincère a priori pour l'avoir rencontré? Qu'il a envie d'avoir une opposition, pourquoi pas. Il y a des questions locales à régler qui sont un peu compliquées. Cela dit, avoir des listes uniques, c'est pas du tout un phénomène rare. Il y a beaucoup de villages dans lesquels il y a une seule liste. Surtout des communes de cette taille-là. Alors celle-là est un peu grande pour avoir une seule liste. Mais on a le phénomène inverse. Dans les petites communes maintenant, on commence à avoir des communes où il n'y a pas de candidat du tout. Parce que la loi électorale a changé et qu'au-dessous de 1000 habitants, désormais, il faut déposer des candidatures. Et avant, on pouvait voter pour des gens qui n'étaient pas candidats. Maintenant, c'est fini et il y a des communes dans lesquelles il n'y a pas de candidats. Donc des communes dans lesquelles il n'y en a qu'un seul, des communes dans lesquelles il n'y en a pas, ça dépend de la taille des communes. Autre commune qui n'a qu'une seule liste, pour ne citer qu'elle, c'est Cournon-Sec, ville de 2600 habitants aussi, France Jamet. Non, mais oui, je tenais à revenir effectivement là-dessus, parce que tout cela procède aussi d'un phénomène général qui est la dépolitisation des Françaises et des Français, ça c'est clair, mais je tiens quand même à revenir. Vous disiez effectivement, le problème c'est que cette année, on a changé le mode électoral et le plafond de 3500 habitants qui permettait en deçà de faire du panachage, etc., a été rabaissé à 1000. Ce qui fait qu'il y a aussi en plus alors un problème de nom, parce qu'il y a des colistiers, donc ça devient compliqué, mais aussi de pression professionnelle, clientéliste, etc., par rapport à un voisinage, une promiscuité qui fait que cette loi quand même nous semble assez antidémocratique puisqu'elle empêche finalement de pouvoir se présenter ou en tout cas de présenter un projet en toute liberté ou en tout cas de pratiquer la pluralité. Gilles Lefebvre. Et la question qui se pose plus générale, c'est de savoir est-ce que la politique intéresse encore les gens? Parce que moi j'ai l'impression que derrière, ce qui se cache derrière, c'est que les gens ne veulent plus partir en politique. Le mandat électif ne les intéresse pas. Parce que la politique, aujourd'hui, beaucoup s'en désintéressent. Est-ce que, je ne sais pas si c'est une analyse qu'on peut avoir. Bien sûr, vous avez 30% des maires qui ne se représentent pas. Déjà, qui pourraient le faire pour un certain nombre d'entre eux. Mais c'est vrai qu'en politique, il y a beaucoup de coups à prendre et, contrairement à ce qu'on croit souvent, très peu d'avantages. C'est-à-dire les maires sont des gens qui ont beaucoup de travail, qui se font très sollicités dans les petites communes notamment. Pardon, très dans les petites communes, 24 heures sur 24. Et tout ça pour une indemnité qui est absolument ridicule, quelques dizaines d'euros de temps en temps par mois. Donc c'est tout à fait normal que les gens se disent, bon écoutez, je suis plus tranquille à ne pas m'en occuper, après tout on aime bien
mal récompensé quand on s'occupe des affaires des autres. Franchement. Oui, on a l'occasion aussi de les rencontrer, ces maires, dans le cadre justement des recherches de signatures pour les présidentielles. Effectivement, c'est un véritable sacerdoce dans les petites communes. On voit souvent, par le petit trou de la lorgnette, en tout cas, ce qui se voit, qui est plus apparent, l'agglomération, Montpellier, etc. Mais il y a des petites communes où ça, effectivement, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de dédommagement, et c'est une source de problèmes continuels. Mais au demeurant, si je peux me permettre aussi, je voudrais en profiter. Par exemple, nous avons décidé, nous, dans le cadre des municipales, de proposer l'instauration du référendum décisionnel local. Et c'est pour nous, à notre avis, d'abord une façon de pratiquer la démocratie, de l'exercer, mais surtout aussi peut-être de redonner goût à nos compatriotes de se réapproprier la chose publique, parce qu'effectivement, il y a aussi le fait, ce désintérêt ou ce désamour, vient du fait qu'une fois élu, les engagements ne sont pas tenus, on n'est pas à la hauteur des espérances, ou en tout cas de ce qu'on s'était engagé à faire par rapport aux concitoyens. Donc le référendum leur permet de se réapproprier, c'est-à-dire de reparticiper, et pas une fois tous les 5 ans ou les 6 ans, mais à longueur d'année. Voilà, ça c'est un vrai projet. Laurent Blondiau. Tout concourt peut-être aussi à poser enfin sur la table une réforme territoriale digne de ce nom. Il y a un paradoxe chez les Français. Avec un statut de l'élu. Il y a un statut de l'élu, effectivement. Sans doute des regroupements de communes. Il y a encore des histoires hallucinantes au XXIe siècle dans ce pays, où il y a des villages de 9 habitants avec 7 conseillers municipaux. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas, effectivement, de Saint-Brest ou voire de Condonsac, mais je crois qu'au fond, le temps est venu. Et souvent, on pose la question de l'abstention seulement aux élections nationales, mais je crois que là, avec ces élections municipales, entre le niveau de l'abstention et les difficultés à monter des listes, quelle que soit la loi électorale, pose vraiment la question démocratique. On continue dans l'actu. À Nîmes, beaucoup d'agitation à gauche. Catherine Bernier-Boissard, conseillère municipale du Parti communiste français, rejoint la tête de liste PS Françoise Dumas, qui avait déjà reçu le renfort du député Europe Écologie Les Verts, Christophe Cavard. Elle explique son choix du PS préféré au front de gauche. Écoutez. Il y a effectivement une liste conduite par Sylvette Fayet. J'ai bien entendu, je me suis interrogée, j'ai posé un certain nombre de questions. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante à ces questions. Et notamment, je pense qu'effectivement, à Nîmes, à titre personnel, ça n'est pas la position des communistes bien sûr, mais à titre personnel, je pense qu'à Nîmes, pour battre la droite, il faut se rassembler, y compris avec le Parti socialiste, les Verts, les partis donc de gouvernement aujourd'hui. Les communistes divisés, à Nîmes, on le voit, à Montpellier, c'est un peu le même schéma quand même, sur plusieurs listes des communistes. Oui, il y a pas mal d'endroits où c'est comme ça, parce que pour des municipales, les étiquettes politiques comptent de moins en moins. Et le vote d'ailleurs des électeurs est de moins en moins en fonction de l'étiquette du parti politique, mais de plus en plus en fonction des personnes qui se présentent. Et à partir de là, on se redéfinit à partir de personnes et plus à partir de partis officiels. Gilles Lefebvre. Phénomène plus général, parce qu'on le parle pour le PC, effectivement, mais on le voit à l'UDI, on le voit, il y a des dissidences de partout aujourd'hui, c'est un petit peu... Moi, je suis aujourd'hui électeur, c'est un peu la panique, quoi. Je sais pas pour qui voter, à la limite, si je suis au PC, si je suis à l'UDI, si je suis au MoDem. À Montpellier, on le voit, il y a des modems qui partent d'un côté, des modems qui restent de l'autre. On a l'impression qu'il n'y a plus de chef, ou en tout cas, les directives nationales ne sont pas forcément entendues ou écoutées dans certains partis. Je ne sais pas, est-ce que c'est la réalité? Il y a beaucoup moins de rigidité de la part des partis, mais aussi parce que les électeurs font de moins en moins confiance à l'étiquette et qu'en effet, lorsqu'un parti donne des consignes, la plupart du temps, il n'est même pas suivi par ses électeurs. Donc c'est un problème sur l'autorité des partis. Ça fait sourire France Jamais. Oui, non, l'autorité. Oui, effectivement, les consignes de vote, etc., c'est toujours discutable. Je crois que c'est aussi le symptôme de l'implosion du système. Il y a le système va mal, il est en train de s'effondrer sur lui-même. Bon, c'est ce qui explique aussi le désamour des Français pour la politique, mais je crois qu'il a montré aussi ses limites. Alors il se défend bien pour l'instant, et le problème, c'est qu'en fait, c'est une espèce de course à l'échalote perpétuelle qui se fait au détriment, encore une fois, de la démocratie, parce qu'au milieu de tout ça, les lecteurs qui s'y retrouvent, c'est une chose, mais qui parle de projet, qui parle de programme, il n'y a plus rien de concret qui est proposé. On continue sur l'actu, on finit sur l'actu avec un candidat qui est un peu sorti du système puisqu'il a été exclu de son propre parti. C'est Philippe Sorel qui a inauguré son QG de campagne à Montpellier dans le quartier d'Antigone, le dissident du PS. Vous allez l'entendre, toujours très remonté contre son ancien parti, le Parti socialiste. Écoutez. Je ne suis pas mort. Certains annonçaient ma destruction programmée il y a déjà plusieurs mois. Et même, je vais vous dire, je suis en pleine forme.
nous qui représentons les Montpelliérains de tous les quartiers, de toutes les professions, de tous les horizons, nous résistons face au char rouillé de Solferino. Michel Crespi, le char rouillé de Solferino, Alors, ça marche à tous les coups? Le char de l'État, on connaissait ça aussi. Très souvent, on parle de char. C'est quand même pas une bataille de chars. Moi, je suis frappé par les métaphores guerrières, justement, qui sont très fréquentes en politique. C'est un combat, hein, quand on a même. l'impression, oui, ben, c'est une formule, Ouais. mais on parle de combat politique, on parle de choses comme ça. Ça vous choque, Michel, ça? Non, ça me choque pas, parce que ça me choque plus, parce que c'est tellement évident, c'est tellement fréquent, mais ça devrait pas être ça. Ça devrait être un débat, pas un combat. C'est votre avis, Franck Jamet? Oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça c'est clair, et le monde de la politique est de plus en plus impitoyable. Monsieur Sorel en fait les frais aujourd'hui, mais voilà, il a fait aussi partie du système à un moment ou à un autre. Voilà, moi, on a eu, c'est vrai, en tant que mouvement depuis 40 ans, mais on s'est battu souvent seul contre tous, dans l'adversité, on a eu notre traversée du désert, etc. Ça nous a fait le cuir, ça nous a appris un petit peu aussi la vie, voilà, ça fait partie pas du jeu, mais en tout cas, c'est normal. Les Français rencontrent des difficultés quotidiennes dans leur vie, je veux dire, c'est normal aussi que la politique soit un petit peu à l'image de cette violence. Mais justement, il faut savoir aussi prendre de la hauteur, et comme vous le disiez, il faut proposer, il faut donner aux Français de vrais projets. Jusqu'à maintenant, on parle de tout ça, mais on ne parle pas de la fiscalité, on ne parle pas de la sécurité, on ne parle pas du transport, on ne parle pas de la circulation et de l'économie. Non, mais je veux dire, globalement, peut-être cette émission, oui, j'espère, mais depuis les quelques mois que cette... les programmes commencent tout juste à être dévoilés depuis oui, mais une personne semaine, n'a eu envie d'en parler. Et le Mm. fait que Mme Mandrou, avec l'argent du contribuable et grâce à M. Hérault, ait pu être retiré de la chaussure de monsieur Moore, il n'y aura pas de bilan vraisemblablement. Et moi, je redoute qu'à quelques semaines des échéances, on n'ait pas vraiment le temps d'aborder les vrais sujets, c'est-à-dire le programme, le projet. On va parler programme dans un instant. On va faire une pause com avec Laurent Blondiot. Le storytelling, alors c'est une manière un peu particulière de communiquer. On fait quoi? On ressort les photos de famille? Non, alors c'est aussi une façon, entre guillemets, de se mettre en scène. Et c'est vrai que les exemples que je vais vous montrer démontrent effectivement qu'à chaque fois, on met de plus en plus de choses personnelles, sans doute, et c'est le débat qu'on a depuis tout à l'heure. Les étiquettes faiblissent, les convictions aussi. Ça lié peut-être aux réseaux sociaux aussi, hein, qui nous et voilà, il y a aussi le réseau social qui fait qu'à un moment donné... il y a effectivement son projet, son programme, et je pense qu'au niveau des municipales notamment, c'est le cas, la dimension personnelle est importante de ce que renvoie la personne. Donc, quelques exemples. Alors, je vais vous faire un petit quiz. Donc là, on se trouve sur le site, c'est une élection municipale les plus importantes de France, c'est Paris, et donc là, vous avez... Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, en classe, en avril 61. Donc en gros, au lieu d'effectivement, là où d'autres... j'allais dire ringards continuent à mettre des CV en ligne où, je dirais, tout cela est bien aride. Là, maintenant, on met en scène sa vie. Alors, Madame Hidalgo, en avril 61, qui se trouve effectivement dans une classe primaire. Ensuite, on va voir un deuxième candidat, là aussi une très grosse élection municipale, c'est Marseille, c'est Patrick Menucci, donc que l'on voit jeune. Il a changé un peu. Il a un peu changé, il s'est épaissi, mais épaissi au bon sens du terme, comme chacun d'entre nous. Troisième, et là, c'est alors pour montrer qu'effectivement, c'est pas simplement, je dirais, les grandes villes, hein, mais voilà. Et c'est le cas aussi pour Michel Avare, qui est candidat UMP à Lyon, qui là a créé une timeline sur son site internet, où là, effectivement, on voit sa naissance, son bac, son service militaire, tout ça pour montrer que c'était... Au fond, derrière l'idée du storytelling, c'est se raconter, montrer qu'on se rapprocher aussi. Se rapprocher, montrer qu'on n'est pas différent des gens qui vont voter, c'est-à-dire qu'on est un être humain, on est né, on a fait l'école primaire, on a fait son service militaire, pour ceux qui l'ont fait à l'époque, qui ont eu son bac. En gros, je suis comme vous, quoi. C'est un peu ça. Et même au Front National, voilà, on fait des poses très starlettes, si je puis dire, hein, puisque là dans les vignes. C'est le chien, la star, là. Ah, je sais pas, mais c'est vrai qu'on retrouve ça, je crois que je l'ai trouvé sur une lettre d'information du Front National au niveau régional, et c'est vrai que France Jamet prend une pose qui, au fond, l'idée c'est de se dire, au lieu de poser derrière mon bureau ou devant une affiche, je pose de façon très naturelle pour montrer que je suis quelqu'un comme vous, quoi. C'est un peu ça l'idée. Oui, et puis c'était aussi dans le cadre de la campagne des régionales où j'avais voulu mettre l'accent sur la ruralité. Voilà. Pas sur le chien.
le chien est un élément fondamental, oui, de la ruralité avec la chasse, etc. Bon, et puis un facteur affectif, effectivement, qui est important. Allez, on continue, on va parler des programmes, la campagne des municipales, donc les programmes qui se dévoilent, j'en parlais tout à l'heure. La semaine dernière, on a parlé sécurité sur ce plateau, alors vous n'étiez pas là, France Jamais. Cela fait partie pourtant de vos thématiques fortes. On a parlé beaucoup de chiffres, de doublement du nombre de policiers municipaux à Montpellier, et beaucoup d'annonces, une police aussi de l'agglo, de la future métropole avec une 50aine de policiers. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, pour vous, enfin, que souhaitez-vous faire en matière de sécurité? Effectivement, je regarde. C'est le 27 février, normalement, que nous devons présenter notre projet sécurité. Effectivement, j'ai tout vu, on a tout vu, tout entendu. Il y a une espèce de surenchère. Je me suis même demandé si, en parlant la dernière, je ne pourrais pas surenchérir. Et on a annoncé 1000 policiers municipaux. Le problème pour justement la police ou la sécurité, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'augmenter ou de multiplier les effectifs, mais aussi de soutenir à tout point de vue sur les objectifs politiques ou alors sur la hiérarchie ou en tout cas sur comment dire, le soutien moral aussi à la police municipale. Pour autant, je vois que chacun a multiplié, mais je lui dis tout ça ne vaut rien s'il n'y a pas une volonté ferme derrière. Donc, quel que soit le nombre que j'annoncerai, ce qui est sûr, c'est que nous nous engagerons à mettre en place une véritable police municipale. Le problème aussi, c'est que ça ne s'inscrit pas forcément, je ne sais pas si mes adversaires l'ont relevé, dans le cadre d'une politique municipale, puisque notamment, je le présenterai très vraisemblablement dans le cadre aussi du transport. Ça doit s'entendre aussi dans sa globalité, c'est-à-dire avec l'agglomération, ce qui fait qu'effectivement, comme je le rappelais, il faudra forcément... C'est aussi une prérogative de l'État, la sécurité. Non, oui, mais la police municipale a des prérogatives tout à fait particulières, oui. Mais elles peuvent se seconder, se soutenir, ou je veux dire, ou travailler aussi ensemble. Bon, mais bon, je ne veux pas en dire trop. C'est vrai, c'est un élément fondamental de notre programme. Et ça, ce dont je peux assurer ceux qui nous écoutent, c'est que nous irons au bout de ces engagements et que nous nous y tiendrons avec un appui fort de la police, avec une prise en charge aussi et en compte des victimes. Enfin, il y a toute une politique qui va se décliner dans les transports, dans le centre-ville, puisque ça aussi c'est le corollaire de l'emploi, du commerce et de la dynamique économique. Voilà. Gilles Lefebvre. Est-ce que c'est pas difficile pour le FN d'exister avec l'insécurité ou la sécurité, suivant comment vous le regardez? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, tous les partis, vous l'avez dit vous-même, à droite comme à gauche, on parle de renforcer, de mettre un peu plus de policiers à droite, à gauche, dans les trams. Est-ce qu'aujourd'hui, comment le Front National peut se démarquer? Parce que, en gros, j'ai envie de dire, vous avez tous un peu le même programme, il en faut plus, toujours plus, et toujours un peu plus loin. Et donc, est-ce que vous pouvez vous démarquer réellement en tant que Front National par rapport à la sécurité? On est clairement démarqué parce que, ce que je disais tout à l'heure, en dehors des effets d'annonce, on a vu M. Sarkozy, du ministère de l'Intérieur jusqu'à la présidence, faire les gros bras, etc., et se déclarer Monsieur Sécurité, alors qu'il a été quand même le président et le ministre qui a supprimé 12 à 15 000 postes de police et de gendarmerie. Donc on ne peut pas parler de volonté sécuritaire si parallèlement à ça, on détruit des postes importants et conséquents, justement, dans la police et la gendarmerie. Alors qu'à côté de ça, il y a une explosion des fonctionnaires dans les collectivités territoriales qui ne sont pas forcément, je veux dire, utiles et nécessaires, voilà. Donc c'est là qu'on se démarque, c'est-à-dire qu'entre la parole et les slogans et les effets d'annonce, nous avons une volonté avérée, je crois que ça n'échappe à personne, et les électeurs savent parfaitement que nous nous tiendrons à nos engagements. On avance dans les thématiques. Le développement économique a été, entre guillemets, à l'honneur des programmes et des candidats à Montpellier cette semaine. Programme de manière générale, mais surtout économique. Le socialiste Jean-Pierre Moore a ouvert les hostilités, entre guillemets. On ne va pas reparler de combat, mais les hostilités, en présence de nombreux colistiers potentiels. Il a parlé emploi, économie, avec des axes de développement précis. Écoutez. On construit avec ce mandat, dans le rôle charnière de ce mandat, le Montpellier du XXIe siècle. Le numérique demain sera le levier de la vie de Montpellier, avec la technologie. C'est la nouvelle industrie, grise, verte, blanche, les économies renouvelables. D'où cette action partagée à fond avec Europe Écologie Les Verts et l'ensemble des partenaires. C'est l'industrie blanche, c'est celle de la santé, des filières de A à Z. C'est ce qui concerne aussi ce qu'on appelle l'industrie grise, le lien entre les bureaux, l'économie de service, la réalité du lien entre l'habitat, les bureaux, l'économie et la proximité. C'est ça la scène d'une ville.
Alors, même chose pour Jacques Domergue, le candidat UMP, UDI, Modem. Alors, on n'a pas toutes les étiquettes forcément. En tout cas, il n'a pas d'étiquette sur son affiche pour le moment, mais il représente ces partis-là. Développement économique, l'emploi, la question aussi du périmètre de la future métropole qui va faire grincer quelques dents dans les agglos limitrophes de Montpellier. Autre annonce, pas très bien accueillie par ses amis maires de Nîmes et de Béziers, la question de l'aéroport de Montpellier, l'aéroport régional. Écoutez. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un aéroport à Béziers. C'est un aéroclub qui est à Béziers. Il faut qu'on ait un hub low cost sur Montpellier parce qu'aujourd'hui, ça passe par le low cost. Moi, je suis le premier à critiquer le mode de fonctionnement du low cost, mais il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et vous redites, parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où le TGV sera à moins de 3 heures de Paris? Vous allez encore perdre des voyageurs sur Paris. Donc l'aéroport, le nôtre va fermer et on va tous aller prendre l'avion à Marseille pour aller à Paris. C'est ça qu'on risque aujourd'hui. La grande métropole de Montpellier, c'est l'intégration dans l'aire urbaine montpelliéraine de ce qui constitue aujourd'hui nos voisins, qui sont le bassin de l'étang de l'Or et qui sont le Pixel. Et peut-être demain, le bassin de l'étang de Thau, parce que le port est un élément déterminant dans l'activité économique et dans cette fameuse plateforme multimodale qu'il faut créer. Franck Jamel, le développement économique, on l'a entendu, les axes de développement, la santé notamment, qui est mise aussi en avant par Jacques Domergue, on l'imagine bien. Oui. Et puis, ces questions des grandes infrastructures, l'aéroport notamment de Montpellier, l'accès à la mer, et puis le périmètre de cette métropole qui va aussi intégrer le développement économique. La métropole, nous sommes parfaitement contre. Ça va entraîner un déséquilibre territorial. On le voit par exemple dans certaines zones comme celle de Lyon, que sera sur Montpellier, je ne sais. Mais c'est vrai que si vous avez un département avec 1 700 000 habitants et que vous avez une agglomération qui fait 1 400 000 habitants, la métropole peut-être s'impose d'elle-même. Sauf qu'à côté de ça, le département va être remis à sa portion congrue, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déséquilibre total financier par rapport à d'autres zones urbaines, suburbaines ou rurales. Donc nous sommes contre, et surtout parce que c'est un nouveau millefeuille administratif qui, contrairement à ce qu'on dit, va entraîner encore une inflation de fonctionnaires et de frais, et quoi qu'on en dise. Mais je voudrais revenir quand même sur l'aéroport, qui, rappelons-le, est quand même hors compétence par rapport à la municipalité. On ne peut pas, s'engager sur un projet comme celui-ci et s'engager parallèlement à ça à ne pas augmenter la fiscalité. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est que le représentant de l'UMP-UD, etc., dit qu'effectivement, Montpellier est à 3 heures de Paris en train. Et ben voilà, c'est tout. Ça coûte, je veux dire, c'est simple. On n'est pas... Oui, mais l'aéroport, il n'y a pas que la liaison Paris-Montpellier. Il n'y a pas que l'aéroport. Voilà, bon. C'est un trou financier dans lequel même la région n'a pas encore osé s'impliquer, donc il faudra faire quand même très très attention. Je rappelle aussi que la région, dans ces cas-là, s'est souvent impliquée, notamment pour faire vivre ces aéroports, et je crois qu'il en est question, en parlant de low cost. Un jour, il faudra qu'on discute profondément de ce sujet-là, parce que le low cost coûte cher. Il coûte cher parce qu'il est subventionné, il coûte cher parce qu'on fait travailler des esclaves dans des conditions qui sont scandaleuses, et c'est quand même aberrant qu'on défende, en tout cas, cet aspect des transports, parce que c'est parfaitement injuste. Pour autant, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'emploi, etc., l'urgence, c'est les petits commerces. 80% de notre tissu économique est composé de petites, de moyennes entreprises, de commerçants, d'artisans. C'est eux qu'il faut défendre, c'est eux qu'il faut protéger, et ça commence par une politique de transport, de sécurité, etc. Bon, je vais vous laisser la parole si vous voulez. Un mot, Laurent Blondeau, parce qu'il nous reste 30 secondes d'émission. Voilà. Non, c'est vrai que tout à l'heure, Madame Jamel proposait de supprimer des fonctionnaires ici ou là, et en même temps de garder les structures telles qu'elles sont aujourd'hui. J'ai pas dit que j'allais supprimer des fonctionnaires. Je dénonçais le fait que M. Sarkozy ait supprimé des postes de policiers et de gendarmes et qu'il y ait une explosion des fonctionnaires de la collectivité territoriale qui n'étaient pas forcément utiles et nécessaires. Effectivement, il faudra regarder tout ça de plus près. La métropole ne sera qu'une strate supplémentaire qui va entraîner un coût de la fiscalité supplémentaire. Donc on est contre. Merci beaucoup, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les quatre. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle spéciale municipale.